Bonsoir à tous, bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité politique qui a marqué cette année 2015. Dans notre pays, l'année a été marquée par des événements presque tous liés au processus électoral. Nous allons donc revenir sur les élections législatives, communales, sénatoriales et présidentielles. Nous parlerons de la mise en place des institutions issues de ces élections et des questions de sécurité qui ont marqué cette année. Tout au début de l'année, des divergences se faisaient sentir au sein de la classe politique au sujet d'une nouvelle candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle. Les uns affirmaient que si Pierre Nkurunziza se faisait élire encore une fois, ça serait un troisième mandat, donc un mandat inconstitutionnel. Pour d'autres, Pierre Nkurunziza ayant été élu au suffrage universel une seule fois en 2010, rien ne pouvait l'empêcher de briguer un autre mandat. Le 25 avril, le parti CNDD-FDD a clairement montré sa position. Dans un congrès tenu à Bujumbura, le 25 avril, le parti a investi Pierre Nkurunziza, candidat à l'élection présidentielle. L'ambiance qui régnait à la permanence nationale du parti CNDD-FDD à Bujumbura avec Célestin Chimiriman. Le congrès extraordinaire du parti CNDD-FDD tenu samedi à Bujumbura a réuni des représentants du parti en provenance de toutes les provinces. L'occasion a été marquée par la présence des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités à Bujumbura, des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile. Sur un effectif de 1020 congressistes potentiels, la présence à ce congrès s'est élevée à 899. Un effectif qui dépasse largement le quorum requis par la loi du parti pour l'organisation d'un congrès. Au menu de l'ordre du jour du congrès, surtout l'élection d'un candidat aux prochaines élections pour le poste de président de la République. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a été choisi pour représenter le parti CNDD-FDD pour un nouveau mandat présidentiel. Le président du parti, Pascal Nyabenda, a fait savoir que le candidat choisi pour les élections présidentielles, l'actuel chef de l'État, Pierre Nkurunziza, est le meilleur pour ses qualités d'intégrité et de probité. Selon Pascal Nyabenda, le candidat du CNDD-FDD pour les prochaines élections présidentielles est en accord avec les règles du parti et les lois de la République. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude aux congressistes pour cette confiance renouvelée. Il a lancé un appel vibrant aux membres du parti et aux Burundais en général de mettre sans cesse en avant l'intérêt national et l'amour de la patrie. Au menu des activités du congrès, il faut noter également le renouvellement du Conseil des sages, un des organes du CNDD-FDD. Pendant que le congrès battait son plein, le fronton de la permanence du parti était marqué par une présence nombreuse des membres. Attendons avec patience les nouvelles du congrès. Avant la tenue de ce congrès, quelques militants Bagumyabanga avaient adressé une correspondance au chef de l'État pour lui demander de ne pas briguer un autre mandat. La direction du parti les a sanctionnés parce que selon le porte-parole du parti CNDD-FDD, Gélas Ndabirabe, il n'avait pas respecté les voies d'expression prévues au sein du parti CNDD-FDD. Le parti CNDD-FDD a pris la décision contre certains Bagumyabanga qui n'ont pas voulu s'amender malgré les multiples avertissements donnés. Les Bagumyabanga suivants sont concernés. Il s'agit de Atungimana Leonidas, alias tout autre, natif de la province Chankuzo, Nouimana Onésime, natif de la province Gitega, Kanyange Geneviève, natif de la province Kayanza, Barahimana François, natif de la province Bujumbura, Niragira Jean Berkimas, natif de la province Chankuzo, Simbakwira Jean Berkimas, natif de la province Chankuzo, Buchumi Moïse, natif de la province Ruyigi, Nsabiyumva Evariste, natif de la province Karoussi, Nyandwi Anselme, natif de la province Bubanza, Ndaïziga Oscar, natif de la province Moranvia. Les Bagumyabanga qui ont été ici cités sont chassés, radiés du parti CNDD-FDD à partir
de cette date où ce communiqué donc concernant la décision est porté à la connaissance du public. Au lendemain de la désignation du président Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle, certains partis politiques et associations de la société civile ont organisé des manifestations pour contester cette candidature qu'ils jugeaient inconstitutionnelle. Les manifestations contre le troisième mandat ont été organisées dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura comme Mutakura, Chibitoke, Buterere, Ngagara, Nyakabiga, Musaga et dans quelques communes de l'intérieur du pays. Les manifestants brûlaient des punais et barricadaient les routes avec toutes sortes d'objets. Parfois, il y a eu des affrontements violents entre les manifestants et la police, des affrontements qui ont fait des morts, des blessés et beaucoup de dégâts matériels comme ces voitures incendiées. Pour le gouvernement, il ne s'agissait pas de manifestations, mais plutôt des mouvements insurrectionnels. Le jour du 13 mai 2015, un général de la Force de défense nationale, Godefroid Niyombare, a annoncé sur certaines radios privées qu'il avait renversé les institutions et destitué le président de la République, Pierre Nkurunziza. Interrogé par téléphone, le ministre de l'Intérieur, Edouard Nduwimana, a démenti l'information et il a annoncé que la tentative de coup d'État avait été déjouée. Francine Baringouf. Lorsque le général Godefroid Niyombare a annoncé le renversement des institutions, le chef de l'État était parti en République unie de Tanzanie pour participer à un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Un sommet qui devait analyser la situation politico-sécuritaire du Burundi. Godefroid Niyombare a annoncé le coup d'État sur les ondes de certaines radios privées. Ce jour-là, les manifestations se déroulaient au centre-ville. Les militaires mutins, accompagnés par les manifestants, sont venus prendre la radio-télévision nationale, mais la garde de la RTNB, qui était loyaliste, les a repoussés. Interrogé par téléphone, le ministre de l'Intérieur, Edouard Nduwimana, a tranquillisé la population en déclarant que la tentative de coup d'État avait échoué et que par conséquent, les institutions de la République étaient toujours en place. La communauté nationale et internationale a certainement appris cet après-midi qu'il y a eu une tentative de coup d'État, je dirais une scène de coup d'État. Je voudrais d'abord nous associer au peuple burundais pour condamner ce genre d'actes qui ne fait que replonger le peuple burundais dans des chicaneries et même dans des bains de sang. Nous voudrions donc demander au peuple burundais de rester solidaire et de témoigner sa solidarité en un moment où il y a cette confusion et lui rassurer que les autorités burundaises, les institutions burundaises sont à pied d'œuvre sur toutes les forces de défense de sécurité pour que la situation soit ramenée à l'ordre. Nous voudrions donc inviter tout le peuple burundais, même la communauté internationale, qui nous appuie pour que le peuple burundais reste serein et pour que les choses soient remises en ordre très rapidement. Nous voudrions demander donc au peuple burundais, surtout l'administratif à la base, les gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les chefs de colline, d'encadrer la population pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent perturber afin que la population reste soudée et solidaire pendant ces moments de confusion. Dans la journée du 14 mai, d'autres affrontements ont opposé les mutins et les forces royalistes aux alentours de la radio-télévision nationale. Le lendemain, le chef d'état-major a annoncé lui aussi que le coup de force avait été déjoué. Le État-major général de la défense nationale informe l'opinion nationale et internationale. Cette tentative de coup d'État orchestrée par un groupe d'officiers sur la conduite du général-major Godefroid Niyombare a été déjouée. Par la même occasion, nous tranquillisons la communauté nationale et internationale. La présidence de la République, le palais et tous les points stratégiques du pays sont sous le contrôle des unités loyalistes de la Force de défense nationale. Nous recommandons à tous les commandants de régions militaires et de toutes les unités de rester fidèles aux institutions de la République et de veiller à la défense de la nation burundaise tout entière. Nous exhortons la population burundaise à rester sereine pour ne pas tomber dans la tentation de ceux qui veulent mettre le pays à sang et à feu. Nous demandons encore une fois à ceux qui veulent accéder au pouvoir par la force de se saisir et d'accepter de recourir à des voies démocratiques. L'état-major général de la Force de défense nationale félicite la plus grande majorité des militaires loyalistes et les invite à œuvrer toujours pour l'intérêt général de la nation. En terminant, nous demandons aux mutins de désarmer et de se remettre au commandement sans délai. Et le bilan estimatif
et d'un blindé, un véhicule blindé du côté de Mité brûlé, et 12 militaires mutés tués, une trentaine de militaires blessés, 40 militaires parmi les militaires se sont rendus, et 9 militaires parmi le groupe de militaires ont été capturés. Et du côté des militaires loyalistes, on a enregistré 4 militaires blessés d'une façon légère. L'attaque a duré à peu près 1h30. 15 mai, le chef de l'État était déjà au pays en provenance de la Tanzanie. Pierre Nkurunziza est apparu en public lorsqu'il est rentré à Bujumbura en voiture. Dongozi, à Bujumbura, le chef de l'État a été salué par des populations venues lui témoigner leur soutien après la tentative de coup d'État. En fin de journée, le président a adressé un message à la nation où il a félicité les forces de défense et de sécurité qui avaient pu user de leur savoir-faire pour empêcher le renversement des institutions démocratiquement mises en place. Entre-temps, les forces de l'ordre avaient déjà arrêté les concepteurs et planificateurs du coup d'État manqué du 13. Il s'agissait d'une dizaine de mutins, dont le général Cyril Ndaïrukiye et les commissaires de police Zenon Ndabanete et Herménégilde Nimenya. Mais le général Godefroy Niyombare n'a pas été appréhendé. C'est dans ces mêmes circonstances du putsch que certaines radios privées ont été détruites. À la radio-télévision Lema FM, 4 véhicules et un groupe électrogène ont été brûlés. Tous les équipements ont été détruits. Le bâtiment abritant la radio publique africaine a été incendié et tout le matériel détruit. La radio-télévision Renaissance a perdu un véhicule et d'autres matériels. Des dégâts ont été observés aussi à la radio Bonesha FM et Isanganiro. Et jusqu'aujourd'hui, toutes ces stations de radio et télévision sont fermées. Pour le moment, 28 présumés putschistes ont déjà comparu devant la Cour suprême. La première audience s'est déroulée dans une salle de la Cour d'appel de Gitega. Ils sont accusés par le ministère public d'avoir voulu mettre en application un coup d'État, d'avoir appelé la population à prendre les armes et à lutter contre les institutions publiques. Ces gens sont aussi accusés d'actes criminels contre les policiers, les militaires et les personnes civiles. Le ministère public les accuse aussi d'avoir détruit des locaux des institutions publiques. Les dossiers de ces présumés putschistes suivent donc leur cours normal au niveau de la justice. Malgré les manifestations et la tentative de renversement des institutions, le processus électoral s'est poursuivi normalement. La campagne électorale a eu lieu au mois de mai pour les élections législatives et communales qui devaient se passer le même jour selon le calendrier électoral établi par la CENI. Pour ce double scrutin, 3 partis politiques, à savoir le CNDD-FDD, l'UPRONA et le FNL, ainsi que la coalition de 10 partis politiques COPA en sigle ont tenu des meetings de campagne électorale. Égide Mbazumutima. Le parti CNDD-FDD a tenu son premier meeting de campagne à Gasho en province Muyinga. Le meeting était animé par le président de la République, Pierre Nkurunziza, accompagné du président du parti CNDD-FDD, Pascal Nyabenda. Le président Pierre Nkurunziza insistait sur l'impérieuse nécessité d'organiser les élections pour éviter à tout prix le vide institutionnel et la mise en place des institutions de transition. Le président rassurait tout le monde que les conditions étaient réunies pour la tenue des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques. Les élections, disait-il, constituent le pilier de la paix et de la démocratie et la seule voie d'obtenir des institutions issues de la volonté du peuple. Les activités de campagne étaient des occasions privilégiées pour présenter aux militants Baguminyabanga le projet de société du parti. Le CNDD-FDD promettait de poursuivre la consolidation de la paix dans le pays, la construction des infrastructures, la promotion de la bonne gouvernance, la protection de l'environnement et un développement durable. Mais le parti CNDD-FDD faisait aussi des promesses en fonction des besoins en développement de la circonscription. Le parti UPRONA a fait campagne pour les élections législatives et communales de 2015. Comme pour tous les autres partis, la campagne était une occasion de présenter aux électeurs des candidats députés et conseillers communaux. C'était également une occasion de montrer aux électeurs le bulletin de vote unique et son utilisation. Il y avait un bulletin de vote pour les élections communales et un autre pour les élections des députés.
Sur chaque bulletin de vote figuraient les insignes des partis politiques et des coalitions. Les meetings étaient animés par Gaston Sindimo, secrétaire général. Le parti UPRONA promettait aux électeurs d'asseoir un développement durable par la lutte contre la pauvreté. Ainsi, l'UPRONA avait dans son programme de donner une vache laitière à chaque ménage. L'autre parti qui a fait campagne pour les législatives et les communales, c'est le parti FNL. Les activités étaient dirigées par Jacques Bigirimana. Il promettait que si le parti gagne les élections, il y aurait une réduction des impôts et taxes, ceci pour redynamiser les activités commerciales. La restructuration de l'enseignement du primaire au supérieur figurait aussi dans son projet de société. La coalition de 10 partis politiques et COPA en sigle a également fait campagne pour obtenir des députés et des conseillers communaux. La coalition COPA prévoyait la révision de la Constitution pour l'adapter aux circonstances du moment. Pour ce qui est du développement, la coalition prévoyait en cas de victoire la réduction des taux d'imposition, l'élargissement de l'assiette fiscale, mais aussi la réduction des taux d'intérêt bancaire afin de faciliter l'accès au crédit. Après avoir été reportées 2 fois, les élections législatives et communales se sont déroulées le 29 juin et se sont déroulées dans le calme avec une nouveauté, à savoir l'utilisation d'un bulletin de vote unique. Le parti CNDD-FDD est largement sorti vainqueur avec 86 députés à l'Assemblée nationale. La coalition des indépendants Amizero Yabarundi en a reçu 30. Ange Teddy Mugish. Dans la matinée du 29 juin, les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire les députés et conseillers communaux sur les listes bloquées de partis politiques et de coalitions. Chaque électeur recevait 2 bulletins de vote uniques, un pour les candidats députés et un autre pour les conseillers communaux. L'électeur devait mettre son empreinte digitale dans la case du parti ou de la coalition de son choix sur le bulletin de vote. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, en présence des observateurs locaux et internationaux, en l'occurrence les observateurs de la MENUB. Certains partis politiques avaient délégué leurs mandataires dans certains bureaux de vote. Le bureau de vote enfermait presque partout vers 16 heures. Aussitôt les opérations de dépouillement ont directement commencé au bureau de vote. Notons ici que les électeurs ont donné des voix aux partis politiques et à la coalition des indépendants Mizero Yabarundi qui n'avait pas fait campagne. Presque partout, c'est le parti CNDD-FDD qui venait en tête, suivi de la coalition des indépendants Mizero Yabarundi et du parti UPRONA. Les opérations de dépouillement et la compilation des résultats au niveau des CC et des CEPI ont duré toute la nuit et le lendemain, les tendances au niveau des provinces étaient visibles. Quelques jours après ces élections législatives, la proclamation des résultats a montré que seul le parti CNDD-FDD, le parti UPRONA et la coalition des indépendants Mizero Yabarundi avaient reçu des suffrages leur permettant d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, le parti CNDD étant sorti largement vainqueur. Au départ, 100 députés ont été élus, mais avec ce chiffre, les équilibres constitutionnels d'ethnie d'un genre n'étaient pas respectés. La CENI a dû coopter 18 femmes et 3 batois. Les résultats définitifs validés par la constitutionnelle faisaient état d'une Assemblée nationale composée de 121 députés, dont 86 du parti CNDD-FDD, 30 de la coalition Mizero Yabarundi, 2 de l'UPRONA et 3 batois. Les femmes sont au nombre de 43. La première session de la nouvelle Assemblée nationale a été dirigée par Immaculée Nahayo, députée plus âgée présente dans la salle. Le règlement d'ordre intérieur a été adopté avec un amendement qui précisait que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, il ne fallait plus nécessairement les équilibres de genre et d'ethnie. Et le lendemain, Pascal Nyabenda du parti CNDD-FDD a été élu président de l'Assemblée nationale. Gwassa Agaton de la coalition des indépendants Mizero Yabarundi a été élu premier vice-président et Edouard Ndouimana du parti CNDD-FDD a occupé le poste de deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Les élections sénatoriales ont eu lieu le 24 juillet ont été caractérisées par une large victoire du parti CNDD-FDD. Lors de la mise en place de cette chambre du Parlement, Révérien Ndikurio du parti CNDD-FDD a été élu président du Sénat. Spes Caritas Njebari Kanouye du parti CNDD-FDD a été élu
premier vice-président du Sénat, et Anicet Nyongabo du parti UPRONA a été élu deuxième vice-président du Sénat. Espérance Koubouiman. Les sénateurs ont été élus par les conseillers communaux. Les opérations de vote se sont déroulées au chef-lieu des provinces en présence des observateurs locaux et étrangers. Il s'agissait d'élire 2 sénateurs par province, un Hutu et un Tutsi. Selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, au total, les 36 sénateurs ont été élus, dont 33 membres du parti CNDD-FDD, 2 sont du parti UPRONA et l'autre est militant du parti FNL. À ces 36 sénateurs élus, la CENI a dû ajouter par système de cooptation 3 sénateurs représentant les Batois. Les 4 ex-chefs d'État y sont sénateurs de droit. Après cette cooptation, la Cour constitutionnelle a validé et proclamé les résultats des élections sénatoriales. Ainsi, le Sénat burundais est composé de 43 sénateurs. Le nouveau Sénat a ouvert sa première session le 12 août, une session dirigée par le sénateur le plus âgé présent, et c'était la sénatrice Immaculée Ndabaneze. Après avoir adopté le règlement d'ordre intérieur, le Sénat a mis en place son bureau. Ainsi, Révérien Dikurio du parti CNDD-FDD a été élu président du Sénat. Spes Caritas Njebali Kanouye du parti CNDD-FDD a été élu premier vice-président du Sénat et Anicet Nyongabo du parti UPRONA a été élu deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. La campagne pour l'élection présidentielle a été menée par 4 candidats, à savoir Pierre Nkurunziza, candidat du parti CNDD-FDD, Jacques Bigirimana, candidat du parti FNL, Gérard Ndouayo, candidat du parti UPRONA et Jean de Dieu Moutabazi, candidat de la coalition de 10 partis politiques COPA. C'est au cours de ces meetings de campagne que chaque candidat présentait aux électeurs son projet de société qu'il envisageait mettre en œuvre en cas de victoire. Gilbert Dekoman. Le projet de société des candidats du parti CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza, était centré sur la consolidation de la paix, de la sécurité et le développement durable. Ainsi, Pierre Nkurunziza promettait, une fois élu, de s'investir dans la protection de l'environnement, la multiplication des infrastructures, améliorer de 30% l'accès à l'eau potable, l'exploitation industrielle des mines et l'octroi à chaque commune d'un budget de 500 millions de francs burundais pour la réalisation des programmes de développement. Le parti UPRONA avait choisi comme candidat à l'élection présidentielle M. Gérald Ndouayo. Son projet de société était centré sur la lutte contre la pauvreté, la construction des routes, la multiplication du cheptel, l'eau potable, la protection de l'environnement et l'électrification. Bref, il voulait faire du Burundi un pays émergent. Dans cette campagne pour les présidentielles, le parti FNL était représenté par Jacques Bigirimana. Il avait sur son programme la réduction de la pauvreté et projetait accorder 40% du budget de l'État au secteur agricole. L'autre candidat en lice était Jean de Dieu Moutabazi de la coalition COPA. Il promettait la restructuration du système éducatif depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Jean de Dieu Moutabazi comptait, une fois élu, opérer des réformes au niveau de l'Office burundais des recettes en vue de réduire les taux des impôts et taxes et ainsi redynamiser les activités commerciales. Les élections présidentielles se sont déroulées le 21 juillet dans le calme et surtout le territoire national. Et c'est Pierre Nkurunziza, candidat du parti CNDD-FDD, qui en est sorti vainqueur avec plus de 69% des suffrages exprimés. Freddy Nzeyman. Dans ce scrutin présidentiel, les électeurs devaient choisir entre plusieurs candidats en lice. Tous les candidats figuraient sur un bulletin de vote unique et l'électeur devait mettre son empreinte digitale devant les signes du candidat préféré. Les candidats qui n'avaient pas battu campagne ou qui s'étaient retirés figuraient toujours sur le bulletin de vote et ont reçu des voix de la part de quelques électeurs. Le scrutin s'est déroulé normalement, sans aucun incident majeur, en présence des observateurs locaux et étrangers, notamment ceux de la MENUB et de la communauté est-africaine. Vers 16 heures, presque partout, le vote était terminé et le dépouillement a directement commencé. Presque partout dans les bureaux de vote, il se remarquait une avance nette du candidat Pierre Nkurunziza sur ses rivaux. Lors de la présentation des résultats provisoires, la Commission électorale nationale indépendante CENI
a déclaré que le candidat Pierre Nkurunziza avait reçu plus de voix que les autres. Derrière lui venait Agathon Rwasa de la coalition des indépendants Mizero ya Barundi, suivait Gérard Nduwayo du parti Iprona. Avec la proclamation des résultats définitifs, la Cour constitutionnelle a proclamé Pierre Nkurunziza vainqueur des élections présidentielles de 2015 avec 69,4% des suffrages exprimés. Après la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle et après la mise en place du Sénat et de l'Assemblée nationale, le président élu Pierre Nkurunziza a prêté serment le 20 août devant le Parlement. Pierre Nkurunziza a déclaré qu'au cours de ce nouveau mandat de 5 ans, les priorités seront axées sur la consolidation de la paix et de la sécurité, la bonne gouvernance et le développement. Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi, et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles et collectifs de la personne humaine et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. Du président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, réélu pour un mandat de 2015 à 2020. Au menu des cérémonies, une prière écuménique prononcée par les représentants de l'Église catholique, le représentant de la confession islamique, le représentant des églises protestantes. Ces responsables religieux ont imploré le Tout-Puissant afin de consentir des bénédictions au chef de l'État pour ce nouveau mandat de 5 ans. La sagesse et la bonté du roi Salomon, la générosité et la bravoure du roi David, bref, une gouvernance à la lumière de la sagesse de Dieu. Le président de la République, au discours de circonstance, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite du processus électoral, des élections libres, pacifiques, transparentes et apaisées. Le chef de l'État a exprimé hommage au peuple burundais qui vient, par le biais des élections, de lui renouveler sa confiance. En son discours, il a fait savoir que sa victoire aux élections est la victoire de tous les Burundais, y compris ceux qui ne lui ont pas exprimé confiance aux urnes. Pour ce nouvel exercice, le président Nkurunziza se fixe l'objectif de poursuivre la promotion de la paix, la sécurité et la justice sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement durable pour tous. Il a annoncé la formation d'un gouvernement d'ouverture, et si nécessaire, moyennant amendement de certaines dispositions de la Constitution. Il a lancé un appel vibrant aux Burundais qui se sont exilés en pays étranger pour revenir au bercail et ainsi participer à l'édification de la patrie. Le président de la République a mis en garde ceux qui ont choisi l'expression par le crime et la déstabilisation du pays à main armée et a exhorté à la repentance. Il a annoncé une période de 2 mois pour le rétablissement de l'ordre, la paix et la sécurité sur tout le territoire du pays. En ces cérémonies, le chef de l'État a reçu de la part du pays un titre d'honneur. Il a été décoré du grand collier des ordres nationaux. Vous saurez que ces cérémonies d'investiture du président de la République ont été constituées par la présence de hautes personnalités du pays, comme les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les membres de la Cour constitutionnelle, les responsables aux différents secteurs de l'État, les corps de défense et de sécurité, les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités à Bujumbura, la représentation du gouvernement d'Afrique du Sud et bien d'autres. Aussitôt investi, le président de la République a mis en place un nouveau gouvernement. Ce gouvernement est composé de 2 vice-présidents de la République et de 20 ministres. Avant d'entrer en fonction, tous les membres du gouvernement ont prêté serment devant le président de la République. Safi Bahati, Joséphine. Le même jour de l'investiture du président de la République,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont approuvé la nomination de Gaston Sindimo, issu du parti UPRONA, au poste de premier vice-président de la République, et de Joseph Boutore du parti CNDD-FDD au poste de deuxième vice-président de la République. Les deux ont prêté le même serment. Devant le peuple burundais, celle de tenter de la souveraineté nationale, moi, Sindimo Gaston, vice-président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale et à la Constitution de la République du Burundi et à la loi, et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles et collectives de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. C'est alors que le président de la République a signé un décret portant nomination d'un nouveau gouvernement. C'était un gouvernement de 20 ministres, dont 14 étaient nouveaux. Tous les ministres ont également prêté serment avant d'entrer en fonction. Le processus électoral a été bouclé par les élections collinaires du 24 août 2015. Les candidats chefs de colline et chefs de quartier pour les centres urbains n'étaient pas mandatés par leur formation politique. Les nouvelles autorités qui s'étaient déplacées pour ce vote ont fait savoir que les élections collinaires sont d'une importance capitale. En effet, ce sont les chefs de colline et de quartier qui sont plus près de la population pour sauvegarder la paix et la sécurité et ainsi assurer la cohésion sociale. Les administrateurs communaux élus ont été officiellement investis le 26 septembre. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, qui a présidé la cérémonie, a précisé que l'administrateur communal a comme mission assurer la paix et la sécurité, le développement et le bien-être de la population, sans oublier qu'il doit veiller à la protection de l'environnement. Célestin Chimiriman. En ces cérémonies d'investiture organisées au chef-lieu de la province Gitega, les administrateurs des communes ont eu l'occasion d'apprendre les missions dévolues à l'administrateur communal. C'est notamment à travers des exposés en rapport avec le programme de formation et d'éducation patriotique, la signification des termes de l'hymne national, ainsi que l'art de la communication non violente que l'administrateur communal est appelé à mettre en œuvre. Au mot de circonstance, le président de la République a exhorté les administrateurs à mettre en pratique les enseignements reçus en cette séance, notamment le souci du développement du bien-être de leurs administrés. Vous êtes appelés à accomplir une mission de haute importance. Vous devez donc agir avec abnégation, probité et sagesse, a prescrit le chef de l'État. Le président de la République a demandé à tout administrateur communal de veiller à la construction d'une trentaine de salles de classe au moins durant ce mandat de 5 ans. La construction de bureaux pour les chefs de zone et les chefs de colline, notamment par le biais des travaux communautaires. L'autre recommandation du chef de l'État, c'est la poursuite du projet de village de développement communautaire, la protection de l'environnement et du patrimoine de la commune. Il a appelé les administratifs à œuvrer pour la formation des réserves naturelles, au moins une zone de 50 hectares boisés par commune. Le président de la République a recommandé également aux administrateurs d'élaborer les projets de développement afin de mettre à profit le fonds de 500 millions de francs, un fonds d'investissement désormais alloué à chaque commune du pays. Concernant la situation sécuritaire, elle est restée globalement bonne sur tout le territoire national. Néanmoins, on a observé des cas d'assassinat et de tentatives d'assassinat ciblés de certaines personnalités comme le général Adolphe Nshimirimana. Des policiers et des populations innocentes civiles ont été blessés ou tués dans des attaques perpétrées par des malfaiteurs. Freddy Nzeiman. Parmi les hautes personnalités victimes des assassinats ciblés figure le lieutenant général Adolphe Nshimirimana, assassiné le 2 août à Kamenge par un groupe armé. Le commandant suprême des forces de défense et de sécurité a condamné cet attentat. Plusieurs personnalités, dont le chef de l'État, ont participé aux funérailles du lieutenant général Adolphe Nshimirimana. Le jour de son enterrement était plein d'émotions.
Les membres des associations encadrées par feu lieutenant général Dauphin Chimilimana ont manifesté leur consternation à travers des marches qui commençaient au lieu dit Iwabo-Wabanu jusqu'au lieu du crime à la gare du Nord. Une autre victime des attentats ciblés fut le colonel à la retraite Jean Bikomagou, ancien chef d'état-major général des forces armées burundaises. Il a été assassiné près de son domicile à Kabondo. L'actuel chef d'état-major général de la force de défense nationale, le général-major Prime Niongabo, a échappé lui aussi à un attentat. Dans la matinée du 11 septembre, son convoi est tombé dans une embuscade étendue sur la RN3 aux environs du Pomouha lorsqu'il se rendait au service. Prime Niongabo en est sorti indemne, mais 3 militaires ont été tués et 6 autres blessés. Côté ennemi, 2 assaillants ont été tués, 1 a été blessé et 2 autres ont été capturés. Au début du mois de décembre, le commissaire de police Christophe Manirambona Diwa Kenya a failli être assassiné. Son véhicule est tombé dans une embuscade tout près de l'arrêt bus foyer. Heureusement qu'il n'était pas à bord de ce véhicule. À cette occasion, 3 malfaiteurs ont été tués et des armes saisies. Au cours de cette année, la police nationale a subi des pertes considérables. 34 policiers ont été tués par les insurgés. 293 policiers ont été blessés par les mêmes insurgés. Et parmi ces blessés figurent 8 handicapés. Du côté des hommes politiques, l'année 2015 a été marquée par l'assassinat de Zed Ferouzi, président du parti IPD Zigamibanga. C'était près de son domicile Sizangagara. Tout dernièrement, le député Zenondaru Vukanye a échappé de justesse à un assassinat. Son véhicule est tombé dans une embuscade étendue par les malfaiteurs dans les environs du rond-point Chanik. Au cours de l'année, on a aussi observé des cas de meurtre des populations civiles innocentes, soit à leur domicile, dans les bistrots ou dans d'autres circonstances. Toujours à propos de la situation sécuritaire, tout au long de l'année, il s'est avéré que des populations civiles se sont procurées des types variés d'armes à feu et ont tenté de s'en servir pour commettre des forfaits. À différentes occasions, la police a saisi beaucoup d'armes détenues illégalement et a appréhendé certains de leurs utilisateurs. Prudensienne Chimay. À l'occasion de l'attaque d'un groupe armé à Kabarore et Bukinanyana au mois de juillet, des types d'armes variées ont été saisis par la Force de défense nationale et plus de 170 présumés criminels ont été appréhendés, selon Gaspard Baratouza, porte-parole de l'armée. Toujours au mois de juillet, beaucoup de fusils et chargeurs ont été saisis par la police en commune Giterani de la province de Muyinga. 33 présumés criminels ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Dans le sud du pays, à Rukambasi, en province de Makamba, des armes ont été saisies sur information donnée par la population, ont fait savoir les autorités policières locales. Le président de la République a donné un délai d'1 mois pour que ceux qui détiennent illégalement des armes puissent les remettre volontairement. Après expiration de ce délai, le chef de l'État a demandé aux forces de l'ordre d'utiliser tous les moyens et toutes les techniques modernes de détection des armes et de désarmement à leur disposition. Les représentants du Forum des partis politiques ont été invités à assister à cette technique de désarmement. C'était au mois de novembre, au quartier 3 de la commune Ngagara, où des fusils ont été déterrés, une opération qui s'est passée en toute quiétude. Tout dernièrement, au mois de novembre, d'autres armes et effets militaires ont été saisis à Kinindo, en mairie de Bujumbura. Ces armes étaient cachées dans une maison inhabitée et ont été découvertes sur information donnée par un présumé criminel appréhendé pour avoir participé à une tentative d'assassinat du député Zeno Daruvukanye. Le ministre de la Sécurité a fait le bilan des saisies d'armes du début de l'année au 30 novembre. Depuis le début de l'année, la police a saisi 614 armes de type divers, 31 286 cartouches pour différents types de fusils, 14 caisses de cartouches de la mitrailleuse Kalachnikov, 408 chargeurs, 22 fusées, 4 dynamites, 23 Motorola, 3 jumelles, 17 bougies, 81 bretelles, 3 baïonnettes, 98 paires de bottines, 8 tenues imperméables, 186 tenues militaires, 185 tenues policières, 3 tenues de l'armée congolaise de la RDC,
6 ceinturons militaires, 65 bérets militaires et policiers. Pour tous les cas de criminalité constatés, 6 229 suspects ont été appréhendés et parmi eux, 4 061 ont été transférés au parquet, tandis que 13 870 dossiers ont été confectionnés par la police judiciaire et transmis au même parquet pour compétence. D'autres armes continuent d'être saisies lors des opérations de fouilles et perquisitions de routine, surtout en mairie de Bujumbura. Au cours de ce mois de décembre, la police a découvert des endroits qui servaient de transit d'armes en provenance de l'extérieur du pays. Ceux qui faisaient ce trafic d'armes utilisaient tous les moyens possibles pour les cacher dans des véhicules dont ils changeaient les plaques d'immatriculation. Plusieurs armes ont également été saisies après l'attaque des bandits armés le 11 décembre contre certains camps militaires de la capitale et du camp de Mujejuru. Selon le porte-parole de l'armée, 79 assaillants ont été tués du côté ennemi et une quarantaine d'autres capturés. Du côté des loyalistes, on a enregistré 4 militaires tués et 4 policiers tués. Après la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'envoyer des troupes au Burundi pour sécuriser la population, le Parlement a organisé un débat sur cette question. Les députés et les sénateurs se sont opposés à cette mesure et ont dénoncé les rumeurs de génocide au Burundi. Prudentienne Chimhai. 3 points ont dominé ce débat parlementaire. Il s'agit du génocide au Burundi, le déploiement au Burundi des troupes étrangères et le dialogue inter-burundais. Les députés des 2 chambres du Parlement ont contesté l'existence ou la préparation du génocide dans le pays. Ils affirment qu'il n'est pas possible de faire un génocide au Burundi au moment où les institutions issues des élections et les corps de défense et de sécurité ont été mis en place en respectant les équilibres ethniques tels que consignés dans la Constitution et les accords d'Arusha. La cohabitation entre les Burundais de différentes ethnies étant pacifique, le génocide n'est pas possible, indiquent toujours les élus du peuple. Ils rappellent également que plus nombreux sont les Burundais qui connaissent suffisamment le passé sombre qu'ils ont vécu et les horreurs du génocide pour qu'ils se laissent manipuler par ceux qui prônent le génocide. Selon les députés et sénateurs, le génocide est proféré par certains politiciens qui ne visent que leurs intérêts. Ils qualifient ces politiciens d'antidémocrates qui n'ont pas encore compris que le peuple burundais est seul détenteur du pouvoir et de la souveraineté nationale. Pour ce qui est de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'envoyer au Burundi les troupes étrangères, les élus du peuple s'indignent contre cette décision. Le déploiement des troupes étrangères dans le pays viendrait encourager les fauteurs de troubles, selon toujours ces parlementaires. Les élus du peuple soutiennent que les problèmes que connaît le Burundi trouvent solution à travers le dialogue et de préciser que ceux qui veulent les négociations pour revenir au pouvoir n'ont pas de place dans ce dialogue. Par contre, le Parlement burundais indique que le seul moyen légitime d'accéder au pouvoir, c'est de passer par la voie des urnes. Vous saurez qu'en plus de ces parlementaires, ont pris part à ce débat les membres du gouvernement, les représentants des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi, les représentants des partis politiques, la société civile, les représentants des confessions religieuses, les institutions spécialisées dont la CVR, la CNDH, la CENI et bien d'autres. Le président de la République et commandant suprême des forces de défense et de sécurité a tenu beaucoup de réunions avec les représentants des militaires et des policiers de toutes les régions. C'était dans le but de les encourager, de les encadrer et de s'enquérir de leurs préoccupations tant professionnelles que sociales et leur prodiguer des conseils nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission, à savoir celle d'assurer la paix et la sécurité dans le pays. Inès Irakoze. Le chef de l'État a d'abord rencontré les représentants des officiers, sous-officiers et hommes de troupes de la 3e région militaire. La réunion avait pour objectif d'évaluer les réalisations de la force de défense nationale au cours de l'année, des réalisations largement positives. Au cours de l'année, la force de défense nationale a convenablement accompli sa mission de garant d'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Le président a félicité les militaires de la 3e région pour avoir neutralisé les incursions des malfaiteurs dans la forêt Kibira sans délai et sans trop de dégâts.
Le même jour, le président a eu des entretiens avec les représentants des corps de police de la région centre. Il les a félicités pour ce qu'ils ont fait dans le domaine du désarmement de la population détenant illégalement les armes. Le président Pierre Nkurunziza Agiheta a eu des entretiens avec les représentants de la 2e région militaire composée des provinces Gitega, Ruyigi, Cankuzo et une partie de la province Rutana. Le président les a félicités pour leurs prestations en rapport avec la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Après cette rencontre avec les militaires, le président a tenu une réunion à Chombo avec les représentants des corps de police de la région Est, comprenant les provinces Muyinga, Karusi et Cankuzo. Le président les a remerciés pour avoir respecté les consignes qu'il leur avait données avant les élections et pour les réalisations dans le domaine du désarmement de la population civile. Le chef de l'État leur a demandé de mener des activités de production. Le commandant suprême des forces de défense et de sécurité s'est entretenu avec les représentants de la 5e région militaire. La rencontre s'est déroulée à Gihofi, en province Rutana. Le président les a félicités pour leurs prestations dans le cadre de la paix et de la sécurité, notamment pendant la période des élections où aucune faille n'a été observée. À la même occasion, le président a également eu des entretiens avec les représentants de la région sud de la police nationale et les a remerciés pour avoir sauvegardé la paix et la sécurité pendant la période électorale. Le chef de l'État leur a demandé de rester unis et solidaires. Le président de la République a rencontré les représentants de la 4e région militaire composée des provinces Muyinga, Kirundo et Karusi et les a remerciés pour le travail accompli dans le domaine du désarmement où beaucoup d'armes ont été saisies sans dégâts. Le président leur a demandé de se préparer à apporter leur contribution au dialogue interburundais. Dans les mêmes circonstances, le chef de l'État s'est entretenu avec les représentants des policiers de la région Nord. Ils ont été félicités contre les malfaiteurs et pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve. Le même jour, le président de la République s'est entretenu avec les représentants de la 1e région militaire. Le porte-parole de la force de défense nationale, Gaspard Baratuza, a fait savoir que le chef de l'État les a félicités pour avoir neutralisé les attaques survenues en province Kayanza et Chibitoki et pour la bonne collaboration avec la population. Le président de la République a visité aussi la région ouest de la police. Le président a salué la collaboration entre les forces de l'ordre et la population. Le porte-parole de la police a dit que la région ouest a enregistré des particularités, notamment les manifestations et la tentative de renversement des institutions. Mais grâce à la collaboration de tous, la situation s'est normalisée. Partout, le président de la République a exhorté les policiers et les militaires à garder la discipline et à laisser la politique aux politiciens. Face aux préoccupations politiques qui se sont fait remarquer durant l'année, le gouvernement a jugé nécessaire de permettre aux Burundais de s'exprimer à travers un dialogue ouvert à tout le monde. C'est ainsi que le président de la République a mis en place une commission nationale du dialogue inter-burundais. Emeline Nijimbere. La Commission nationale du dialogue inter-burundais est dirigée par Monseigneur Justin Zoïsaba. C'est une commission de 15 membres. Avant d'entrer en fonction, tous les membres de la commission ont prêté serment devant le président de la République le 23 octobre. Lors du lancement des travaux, le président de la République a précisé que la commission du dialogue inter-burundais a pour mission d'organiser des séminaires d'échange à l'intention de tous les Burundais, tant de l'intérieur du pays que de l'extérieur. Seulement, a fait remarquer le chef de l'État, les Burundais poursuivis par la justice ne sont pas concernés par ce dialogue. Dans ce dialogue, la Commission va aborder les questions ayant trait à la politique, aux relations sociales, à l'économie, à la paix et la sécurité, à l'accord d'Arusha, à la Constitution, à l'accord global de cessez-le-feu, à la charte de l'unité nationale et d'autres sujets. La Commission a un mandat de 6 mois renouvelable et devra produire un rapport tous les 3 mois, un rapport qui sera soumis au chef de l'État pour décision. Pour le moment, la Commission nationale de dialogue inter-burundais a déjà entamé les consultations
et son président a promis de travailler en étroite collaboration avec le président ougandais, facilitateur dans le dialogue inter-burundais. Ces consultations préliminaires visent la bonne conduite et la réussite du dialogue inter-burundais. C'est ici que s'achève cette rétrospective de l'actualité politique de l'année 2015. Que l'année 2016 soit pour vous une année de paix, de bonheur et de prospérité, bref, une année pleine de bénédictions.